Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal. Voici les titres. La Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté de Tivaouane, premier site à accueillir le ministre de la Jeunesse et de la Culture et des Sports. L'édifice flambant neuf offre plusieurs commodités avec des installations pour allier loisirs, apprentissage et activités physiques. Le mur de graffiti le plus long au monde se trouve entre l'avenue Malick Sy et Colobane. Une fresque de 2 km qui dépasse celle de Dubaï, réalisée par de jeunes graffeurs sénégalais et étrangers. Une œuvre à découvrir dans ce journal. Vélingara, une ville hospitalière qui rime avec son nom en pulaar. Si Vélingara, s'il fait bon vivre, vient installer dans le Fouladou, l'on chante ce département de la région de Kolda qui cache d'innombrables atouts pour faire du tourisme un des leviers de son essor économique. L'Iran rend un dernier hommage à Ibrahim Raïssi, le président iranien mort dans un crash d'hélicoptère, a reçu les honneurs de son peuple. Une foule immense l'a accompagné dans sa dernière demeure. Bienvenue à tous. La Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, un édifice pour accompagner les jeunes à développer leurs talents. C'est à Tivaouane. Ce programme de l'État du Sénégal vise à encadrer et à doter aux jeunes les moyens de leur épanouissement. La Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté de Tivaouane a reçu la visite du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. La synthèse de Anaïs Nyanyamane. La Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté a accueilli le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Occasion pour l'autorité de faire l'état des lieux de ce programme qui concerne l'ensemble des départements du Sénégal. Nous avons constaté que cette maison de Tivaouane, elle est prête dans les documents et que nous pourrons procéder à son inauguration. Nous allons formuler quelques réorientations pour pouvoir mieux prendre en charge les préoccupations de cette jeunesse. La Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté, un bijou qui donne espoir à la jeune génération. À vous, la jeunesse de Tivaouane, c'est votre bijou à vous. Moi, je vous recommanderais d'en prendre soin et d'en faire un bon usage. Et sachez que cette jeunesse-là, vous êtes au cœur des priorités de ce gouvernement. Tout se fera avec vous, pour vous, et ça permettra de servir d'un dénominateur commun pour les 3 segments combinés, jeunesse, sport et culture. J'ai pu aussi me rendre compte que le digital est au cœur aussi du contenu de cette maison de la jeunesse. J'ai pu aussi constater qu'il y avait, en tant soit peu, des installations sportives qui pourront profiter à la population scolaire. Face à l'interpellation des responsables de la commune sur les arriérés de salaire des jeunes mis à disposition de cette structure, le ministre rassure. Sachez que, moi, dès ma prise de service, nous avons pris connaissance de ce dossier-là. La situation, l'état des lieux est en train d'être fait et nous rendrons compte aux autorités de la façon la plus fidèle pour pouvoir prendre des orientations et de pouvoir servir cette jeunesse-là. Mais rassurez-vous, la démocratisation de l'accès à la formation, à l'insertion socio-professionnelle sera au rendez-vous. Composée de différentes unités, cette Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté va permettre aux jeunes du département de Tivaouane de s'épanouir et d'exprimer leurs talents. Des jeunes de Ranérou ont de quoi se lancer dans l'élevage. L'ANPEJ leur a offert du matériel pour développer cette activité qui devrait pouvoir les retenir sur leur terroir. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes entend ainsi lutter contre l'immigration illégale. Ibrahima Pabidjetchou. Ce déplacement dans les départements de Matam et de Ranérou de la délégation de l'ANPEJ et de leurs partenaires, l'Agence espagnole de coopération internationale et de développement, permet d'échanger avec les jeunes sur les différentes opportunités de financement. L'occasion a été saisie pour remettre des kits aux bénéficiaires de la phase 2 du programme. Vous avez vu, il y a dans le domaine de l'embauche bovine, dans le domaine de l'aviculture, dans le domaine de la pisciculture, dans le domaine de la transformation des produits. Donc, c'est différents domaines que ces jeunes-là ont choisis et sur lesquels nous allons les accompagner. Les kits, mais également
une petite subvention pour les permettre de commencer l'activité. On prône pour ça lutter contre le chômage des jeunes en limitant l'immigration clandestine ou bien irrégulière, parmi tant d'autres contraintes qui sont en train de guetter notre jeunesse. À Ranérou, les bénéficiaires sont pour la plupart des sortants du centre de formation professionnelle local. L'initiative est saluée par les acteurs. C'était une gratitude envers nous, parce que nos apprenants, après la formation, la majeure partie reste à la maison sans emploi. Vous avez bénéficié d'un appui ou d'un accompagnement du projet. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez l'obligation de réaliser vos projets. Dans la zone nord, ils sont 41 jeunes à être équipés et accompagnés contre 39 lors de la première phase. Et puis les menuisiers de la région de Tambacounda peinent à accéder à la commande publique sur les 15% attribués aux artisans locaux. Une infime partie leur est consacrée. La cause, le défaut de compétences requises pour satisfaire la demande. Pour y remédier, l'État a mis en place un centre d'incubation afin de mieux les outiller. On dirait des meubles importés. Pourtant, ce sont des réalisations made in Tambacounda. Cette table et ces meubles de coin sont l'œuvre des premiers menuisiers, bénéficiaires d'une session de renforcement de capacité au nouveau centre d'incubation en menuiserie bois à Tambacounda. Bon, ils ont été formés sur une matière que l'on appelle le cône plaqué mélaminé. Et pourquoi cette option? C'est parce qu'en fait, actuellement, on voit que de fur et à mesure que nous allons, il y a le bois local qui se raréfie actuellement. Et pour avoir une alternative par rapport au bois local, on a décidé de leur former en mélaminé. Et pour avoir la production énorme que l'on veut, il nous faut une matière disponible et qui ne se transforme pas pratiquement en ce qu'on dit souvent, que le bois est un peu gondolé, le bois s'écarte, des trucs comme ça. Donc là, quelle que soit la situation, d'ici 20 à 30 ans, on n'aura pas de déformation. À ce projet qu'on appelle le PNPJ, qui va même sélectionner parmi eux un ou deux au plus qu'il va subventionner en matériel, les former en éducation financière pour mieux utiliser leur entrée et sortie financière, mais aussi les formaliser pour qu'ils puissent compétir au marché national. Ça, ce sont des services adéquats à leur demande, en fait. Ce centre, financé par l'État du Sénégal, a été bien équipé. Ici, des matériels de dernière génération ont été installés. Des raboteuses, des toupies, des mortaises et des machines circulaires, entre autres. Cette gamme d'outils peut permettre de tout faire en termes de menuiserie. Il y a donc des machines de toutes sortes, de grands modèles comme de petits modèles. Mais également, l'autre motif de satisfaction, c'est que l'ensemble des récipiendaires pratiquement ont maîtrisé les matières qui leur étaient administrées. C'est un marché national et c'est compétitif. Chacun a le droit d'y compétir. Mais quand tu n'es pas formalisé, tu ne peux pas en bénéficier. C'est ça aussi le blocage que nous avions auparavant. Les artisans ont peur de se formaliser. Un artisan doit avoir le linéa, doit avoir le registre de commerce et doit avoir un quitus fiscal. Et pour avoir le quitus, il faudra payer ses impôts annuellement. Et nous, c'est ce que nous avons peur. Souvent, je disais ça à l'inspecteur des impôts et domaines. Je lui dis qu'il faudrait que vous communiquiez avec les artisans parce qu'eux, ils ont peur des impôts et domaines. Quand on parle de bois dans la région de Tambacounda, on peut considérer qu'il fait partie des ressources naturelles les plus importantes. Et énormément de jeunes évoluent dans la transformation du bois. Et pendant longtemps, la formation en menuiserie a été traitée en parent pauvre. De l'avis même des menuisiers, beaucoup de centres de formation ouverts à Tamba n'ont jamais pris en considération cette dimension-là. Aujourd'hui donc, c'est une erreur qui est en train d'être corrigée. Ce centre d'incubation en menuiserie bois est implanté en plein centre-ville à Tambacounda. Il a pour vocation la formation initiale et continue des jeunes, mais également le renforcement des capacités des professionnels.
La DER/FJ veut inciter les jeunes à faire carrière dans le secteur agricole à travers l'entrepreneuriat. À la FIARA, la Foire internationale pour l'agriculture et les ressources animales, la structure a présenté les opportunités qui s'offrent aux candidats. Ils pourront bénéficier de financements conséquents pour investir dans la terre. En 5 ans, indiquons, 37 milliards ont été injectés dans l'agriculture pour 50 000 bénéficiaires. Amadou Diallo. La DER/FJ, plus que jamais au service de l'entrepreneuriat. Cette journée thématique au cœur de la FIARA réunit entrepreneurs à succès et jeunes en quête de début dans l'entrepreneuriat, sans oublier les experts et partenaires. La DER incite ainsi les jeunes à faire carrière dans le secteur agricole. Montrer aux jeunes étudiants que nous pouvons quand même investir dans le secteur agricole et c'est un business très rentable. Donc, à travers cette thématique, nous avons présenté 2 personnes qui ont réussi dans 2 secteurs différents. Un qui est dans la transformation et un autre qui est sur la production agricole. Et c'est le résultat, en tout cas, c'est une fierté pour nous d'avoir initié cette activité et de donner des résultats concrets à ces jeunes qui, demain, sont de potentiels entrepreneurs. Je reviendrai un peu sur les résultats d'ADRC. 37 milliards de financement dans le secteur agricole. Sur les 37 milliards, les 25 milliards ont été alloués à l'agriculture et les 12 milliards à l'élevage pour à peu près 50 000 bénéficiaires. La DER participe régulièrement à la FIARA autour du triptyque financement, accompagnement et formation. Elle accorde une importance à l'agriculture et par ricochet à la souveraineté alimentaire. Parce que dans l'agriculture au Sénégal, il y a beaucoup à faire. Donc nous ne pouvons que magnifier cela et témoigner toute notre gratitude aux organisateurs de cette journée thématique d'aujourd'hui à l'occasion de cette foire internationale pour l'agriculture, mais aussi pour les ressources animales. Donc, je disais tout à l'heure que cette foire est l'activité phare de l'agriculture et l'élevage au Sénégal. D'ailleurs, je peux même dire que c'est la seule activité phare de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal, parce que c'est la foire internationale qui polarise des efforts provenant de 17 pays. La DER/FJ compte intensifier ses actions en faveur d'une agriculture moderne, durable et résiliente, et ce, de manière inclusive au bénéfice des populations. La campagne agricole, à présent, Kaolack est en plein dans les préparatifs. Les producteurs sont déjà prêts. Ils attendent la matérialisation des mesures prises par l'État. Claire Diop. C'est des mesures phares qui sont prises par les nouvelles autorités dans le seul but d'accompagner les producteurs pour booster les rendements. À Kaolack, les acteurs sont en plein préparatif de la campagne agricole. Sur le terrain, les champs sont débroussaillés, nettoyés en attendant les premières semis et gouttes de pluie. Conscient du pilier fondamental que représente l'agriculture dans l'économie nationale, l'État du Sénégal a déboursé 120 milliards comme subvention, un appui de taille qui rassure les acteurs. C'est une réponse donc aux doléances des producteurs, parce qu'effectivement, c'est une doléance qui a été souvent renouvelée par les agriculteurs, comme quoi qu'ils voudraient que l'État donc renforce son appui en termes de fertilisants. Et cette année, donc, une bonne partie de la subvention donc, est destinée à renforcer donc, les fertilisants minéraux. Ainsi, le quota national connaît une hausse conséquente. Le prix des semences et engrais réduit, la part des femmes spécifiées en termes d'engrais et de semences subventionnées. Des stratégies sont en prise pour augmenter sensiblement la production agricole, aussi les rendements. La première étape est assurée, donc c'est-à-dire une hausse des quotas d'engrais, mais aussi une baisse du prix de l'engrais. Les fertilisants contribuent en premier lieu à cette amélioration donc, de la productivité agricole. Dès lors que les sols sont pauvres, parfois la salinisation est une réalité. Kaolack donc va travailler donc, pour améliorer donc, les rendements et pour aussi augmenter la production agricole. Maintenant, fort heureusement, les prévisions saisonnières pour cet hivernage sont favorables.
Du côté des bénéficiaires, on apprécie positivement ces innovations. C'est le cas des membres de la coopérative agricole de Keur Socé à quelques kilomètres de Kaolack. La structure compte 80 organisations de producteurs, soit 3600 membres. Mise en place depuis 2006, cette année, il est prévu d'emblaver 3400 hectares pour différentes spéculations, riz, mil, maïs, arachide. On a une coopérative qui accompagne les producteurs, surtout sur la prestation des services. Comment on va faire que les producteurs avoir leur propre intrant, avoir les matériels agricoles à bas prix surtout. Un ménage, 1 hectare de riz pour lutter contre la pauvreté. Le projet est en phase expérimentation. Sa réussite devrait avoir un impact majeur sur le quotidien des populations. Pourquoi pas? Comme on a fait comme le produit du maïs, on va le faire comme le riz. Donc, on va tenir compte que dès maintenant, je l'ai proposé même mes producteurs, pourquoi pas on ne va pas faire un ménage, 1 hectare de riz. C'est une bonne initiative que tout le monde doit contribuer de se faire pour lutter contre la pauvreté. Autre aspect majeur, la disponibilité du matériel agricole lourd comme léger. La demande est là. Les producteurs ont fait une demande renouvelée pour être appuyés en petit matériel agricole, mais aussi pour être appuyés en engrais. L'appui en engrais, vraiment, il y a eu une réponse très favorable. Maintenant, on attend de recevoir quand même, et certainement les autorités du travail, de recevoir donc un appui conséquent pour améliorer l'équipement agricole. Kaolack compte jouer sa partition dans l'intensification agricole car dispose de réels potentiels. En 2023, les surfaces cultivées pour l'arachide et les céréales étaient de 393 000 hectares. L'amélioration de la productivité agricole est mise en exergue pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. À présent, mesdames et messieurs, la lecture du communiqué du Conseil des ministres avec Aram Dao. Aram, bonsoir. Bonsoir Ibrahima, bonsoir. Le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 22 mai 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a fait part de l'importance particulière qu'il accorde au développement du secteur de l'élevage et des productions animales dans notre quête de souveraineté alimentaire. Le chef de l'État a félicité les éleveurs, les opérateurs privés du secteur et les services de l'État pour leurs actions résolues et engagées dans l'autonomisation du Sénégal en moutons, le développement du cheptel, la santé animale et la valorisation des produits d'élevage et dérivés sur les marchés nationaux et internationaux. Le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre en charge de l'élevage de parachever l'actualisation du programme national de production fourragère en corrélation avec une bonne maîtrise des prix de l'aliment de bétail et une stratégie avancée de lutte contre les feux de brousse. Dans le même sillage, le chef de l'État a demandé au gouvernement d'engager, sans délai, la mise en œuvre d'un plan d'aménagement consensuel des parcours du bétail et espaces de pâturage, notamment dans la zone sylvo-pastorale. En outre, le président de la République a souligné la nécessité d'un recensement national régulier et d'une identification nationale précise du cheptel afin de mieux orienter les ressources et les interventions de l'État dans le secteur. Par ailleurs, le chef de l'État a demandé au ministre des Forces armées et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique d'intensifier les actions préventives conjointes de lutte contre le vol de bétail. Il a également fait valoir l'urgence d'un recensement général des infrastructures d'élevage et équipements pastoraux réalisés par l'État et appelé à une réflexion stratégique sur leur mode d'exploitation et d'entretien au profit des acteurs du secteur. Le président de la République a invité le ministre en charge de l'élevage, en liaison avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, à soutenir le développement des filières avicoles, viande et lait de notre pays
et favoriser la consommation des productions animales nationales. Dans cet esprit, il a sollicité la révision du cadre d'intervention du Fonds de stabilisation FONSTAB, dont les dotations financières et les critères d'attribution doivent être évalués et réorientés. Le chef de l'État a aussi demandé au gouvernement de veiller au renforcement des ressources humaines spécialisées du secteur de l'élevage et de poursuivre sans relâche les campagnes nationales de vaccination du cheptel, les actions de promotion de la santé animale et la recherche en matière d'amélioration des races bovines, évoquant l'autonomisation et la promotion économique des femmes. Le président de la République a rappelé que le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère accorde une importance primordiale aux femmes et à leur rôle déterminant dans la consolidation de la famille, du développement économique et du renforcement des solidarités dans notre société. Il a saisi l'occasion de ce conseil pour magnifier la contribution significative des femmes pour un Sénégal prospère dans la justice sociale. Sur cette lancée, le chef de l'État a demandé au gouvernement de procéder à un audit des mécanismes et instruments de promotion économique et sociale des femmes et l'actualisation des plans, stratégies et actions destinés au renforcement de leur autonomie. Dans cette dynamique, le président de la République a invité le gouvernement à préparer, en accord avec l'ensemble des organisations féminines du Sénégal, un projet de loi d'orientation sur l'autonomisation économique durable des femmes. Enfin, au titre de son agenda diplomatique, le chef de l'État est revenu sur les visites d'amitié et de travail qu'il a effectuées au Nigeria et au Ghana, respectivement les 16 et 17 mai 2024. Dans sa communication au Conseil, le Premier ministre est revenu sur les priorités gouvernementales. À cet égard, il a donné aux ministres concernés des orientations en vue de la réduction du train de vie de l'État, avec notamment les démarches à entreprendre pour la récupération de son patrimoine foncier et bâti cédé à des privés dans des conditions irrégulières, alors que des services administratifs font recours à la location. Il a également indiqué la nécessité d'accorder une attention urgente au programme de construction de logements sociaux recentré sur les nouvelles orientations du gouvernement et de consacrer un traitement particulier aux prêts DMC. Le Premier ministre a en outre évoqué les diligences relatives au réexamen de certaines conventions, notamment dans les secteurs miniers, pétroliers et halieutiques, ainsi que la revue des finances publiques sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2024. Il a rendu compte au Conseil des premiers résultats des concertations en cours avec les parties prenantes sur la réduction du coût de la vie pour les produits de première nécessité et les services de connexion à l'Internet. Le Premier ministre a fait part des conclusions des conseils interministériels consacrés à la prévention et à la gestion des inondations, ainsi qu'à la préparation des examens et concours au titre de l'année scolaire 2024. Il a également annoncé le programme des prochaines rencontres interministérielles sur le secteur de l'hydraulique, les infrastructures maritimes et portuaires, ainsi que sur la prévention et la sécurité routière. Le Premier ministre a demandé aux ministres et secrétaires d'État de proposer les mesures et ajustements à envisager à l'issue de la réalisation de l'état des lieux, des programmes et projets du capital humain et des ressources budgétaires trouvées dans leurs ministères respectifs à leur prise de fonction. Enfin, le Premier ministre a partagé avec le Conseil les orientations qu'il compte imprimer à la relance du service civique national. Au titre des communications des ministres. Le ministre de l'Élevage, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a fait une communication sur l'état d'avancement des projets pétroliers et gaziers d'une part et d'autre part sur l'exploitation des phosphates de Ndendori
Wali Diala, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a fait une communication sur la situation du programme Xëyu Ndaw yi et sur l'état de construction des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. La secrétaire d'État et le secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan a fait une communication sur la préparation de la campagne de production agricole 2024. Ramnao, merci. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au Palais de la République. Atelier de lancement des projets de renforcement de capacité des filles et des femmes pour promouvoir leur leadership au sein des instances de décision. Un programme pour favoriser le développement socio-économique de cette frange de la population, notamment à Médina Yoro Fula, où des projets leur sont destinés. Mariama Bangoura. Les projets Habbondiral fi Heptare Rewbe et Dimangu et Bamtare Rewbe sont officiellement lancés à Kolda. Deux projets allant dans le sens de l'autonomisation des femmes et des filles de Kolda. Des concepts qui interviennent dans un contexte où 69% des femmes vivent dans des ménages pauvres. L'étude a montré que sur les 12 postes de décision dans le département de Médina Yoro Fula, les femmes n'occupaient que 25% de ces postes. En plus de ça, il était ressorti également que par rapport toujours à la place des femmes, même celles qui sont dans le bureau avaient beaucoup de difficultés à savoir lire, écrire, mais surtout à pouvoir avoir une représentation de qualité. Et c'est à partir de cela qu'on a élaboré ce projet-là. Et sur le terrain, il y a beaucoup d'aspects qui sont liés déjà aux violences qui sont faites aux femmes et qui ressortent. Et je crois que ça a été une problématique qui a été ressortie dans les discussions au niveau après la présentation des deux projets. Et il y a également d'autres aspects par rapport à la question financière, c'est-à-dire l'autonomisation économique qui fait défaut. L'accès à la terre, on voit que déjà les femmes sont quasiment laissées en rade par rapport à toutes ces problématiques-là. L'autorité se réjouit du lancement de tels projets pour les femmes et les filles qui font face à d'énormes difficultés pour s'affirmer dans cette zone. Il y a beaucoup de facteurs bloquants au niveau territorial. Les contraintes sociologiques sont nombreuses, les barrières sociologiques sont nombreuses qui font que les femmes n'arrivent pas à s'émanciper davantage, à pouvoir être autonomes, à pouvoir se départir des hommes. Donc les initiatives comme ça sont à encourager. Des projets financés par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement AECID pour un coût global de 800 millions de francs CFA. C'est une opportunité. Et on avait déjà identifié avec l'Agence régionale de développement de Kolda le projet. Et à ce moment-là, les ONG font leur formulation de projet. Et EDUCO a saisi l'opportunité pour passer à l'échelle et faire un projet à Kolda qui a été présenté et ce projet a été choisi. Les deux projets travaillent en parfaite synergie. Un lancement venu au bon moment, selon la présidente régionale du Conseil sénégalais des femmes, COSEF. C'est des projets qui viennent à leur heure. Donc aujourd'hui, nous comptons avec EDUCO surtout assurer le suivi de ce que nous sommes en train de faire. Parce que parfois, c'est là où le bas blesse. Par rapport, n'est-ce pas, à tout ce que nous faisons, c'est le suivi qui pose problème. En plus du département de Kolda, les communes de Bodjon, Buruko, Fafakuru, Koulinto, Ndorna du département de Médina Yoro Fula sont ciblées dans le cadre de ce projet. Traite des personnes ou violences basées sur le genre, le MCA lance des bureaux d'écoute et de réception des plaintes des victimes. Le premier se trouve à Diamaguène. Il a été réceptionné hier. Deux autres seront ouverts à Grand Yoff et à Rufisque. Moussa Mané. Un espace d'écoute et de prise en charge des plaintes sensibles de la communauté et des travailleurs du projet transport d'énergie de MCA Sénégal 2, un mécanisme pour minimiser les impacts négatifs du projet. En inaugurant ces bureaux d'études, nous lançons un message fort. Nous disons aux parties prenantes que ce dispositif est le leur. Nous nous engageons à écouter, à soutenir et à accompagner tous les plaignants et toutes les plaignantes. Ces bureaux sont des lieux sûrs pour le respect de la confidentialité et de rigueur.
Je voudrais finir par réitérer la disponibilité de MCC à accompagner ce processus et dire à toutes ces parties prenantes que nous comptons sur leur engagement et leur collaboration continue. La mise en place de ces bureaux d'écoute découle d'une recommandation de l'étude d'impact environnemental et social du projet Transport d'énergie. Il va impacter plusieurs communes. Parmi les facteurs négatifs identifiés, il y a la traite des personnes, les violences basées sur le genre, entre autres. Qui peut déposer une plainte au niveau de ces bureaux d'écoute? C'est une personne qui soit travaille dans les entreprises du projet transport du MCA Sénégal 2, où la personne habite dans les environnants de ce projet ou a été touchée, en tout cas, par des activités liées à ce projet-là. Une personne témoin peut aussi déposer une plainte. Une fois déposée, elle suit un parcours, d'abord de la DJPPA jusqu'à son traitement. On a des plaintes qui sont liées aux conditions de travail. On peut penser à faire de la médiation, mais il y a par exemple certains types de plaintes, par exemple les viols, le harcèlement. Nous savons qu'on ne peut pas faire de médiation. C'est pour cela que nous avons précisé toutes les plaintes qui sont liées au viol ou qui indiquent une activité criminelle ne peuvent en aucun cas faire l'objet de médiation. Le mécanisme de gestion des risques a identifié la direction de la justice de proximité et de promotion de l'accès aux droits comme partenaire stratégique. Elle a pour mission d'accompagner la direction genre et inclusion sociale de MCA Sénégal dans la prévention et la gestion des plaintes sensibles. L'option a été prise d'installer ces bureaux d'écoute dans les maisons de justice qui sont situés sur le tracé du projet, à savoir Rufisque, Diamaguène Sicap Mbao et Grand Yoff, pour assurer de manière optimale la prise en charge efficace de ces plaintes sensibles par un mécanisme de médiation, conciliation et naturellement dans le respect des procédures judiciaires en vigueur au Sénégal. Pour rappel, le projet Transport d'énergie est un programme déroulé par le MCA Sénégal 2. Il s'agit de transporter de l'énergie entre Kounoune et Dakar via des câbles souterrains et maritimes. Le franc CFA pose problème et constitue un facteur bloquant du financement des économies dans la zone UEMOA. Sa réforme est plus qu'une urgence. Propos de Abdou Cissé, il est actuaire, économiste des industries, de l'assurance et de la finance. Il est l'invité du magazine Le Point ce soir. On réclame déjà nos dus, d'abord. Après, on réforme le CFA pour que ça nous soit bénéfique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème qu'on a, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à financer nos économies. C'est le seul problème qu'on a. Donc voilà pourquoi le CFA pose problème. Et quand vous entendez le gouverneur ou les gens de la BCEAO, ils vous disent, oui, qu'est-ce qu'on fait? On lutte contre l'inflation et on gère la stabilité. Donc, ils gèrent l'outil CFA. Et ça, c'est bien géré. C'est l'outil. Mais nous, notre problème, c'est le fonctionnement. C'est le mode d'emploi de la monnaie qui ne va pas. Donc, pour vous, il faut changer le mode d'emploi. Parce que la masse monétaire qui circule dans nos zones monétaires ne représente pas la richesse que nous créons. Nous créons tellement de richesses dans la zone CFA que tu ne vois pas dans la masse monétaire. Et la masse monétaire, elle a été bâillonnée, bombardée, serrée par la façon dont le CFA fonctionne. Donc, il faut changer le fonctionnement du CFA. Ouais. Ça, il faut le faire. Mais de ce point de vue, l'IMOA continue, c'est très lent le processus pour vous. Pourquoi ça tarde? Mais ça tarde pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est les enjeux sur le CFA. Le CFA, c'est pas seulement notre monnaie. Mais prenez le Maroc. Le Maroc, avant, sa monnaie n'était pas convertible. Le roi est venu investir dans toute la zone. Toute la zone CFA. Ils ont investi, donc ils ont de l'equity. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont plus besoin de devises. Dès qu'ils ont besoin de devises, ils n'ont même pas besoin de prendre leur monnaie. Ils viennent les chercher ici. Donc, le CFA est un générateur de devises pour des pays à travers leur monnaie non convertible. Maintenant, ça commence à être convertible. Ça, c'est un. La France utilise le CFA dans la guerre des monnaies. Le point sur le franc CFA, sur les économies de la zone UEMOA, à suivre après ce journal et invité Abdou Cissé, actuaire de l'assurance et de la finance. À présent, la question qui se pose, quelle doit être la place de la génomique dans la surveillance et la lutte contre les maladies infectieuses? Le paludisme, par exemple, le SIGAS lance la réflexion. Il s'agit de mieux faire comprendre
le rôle de cette science pour une lutte efficace contre ce fléau qui continue de tuer des milliers de personnes en Afrique. Ibrahim Andong. Animal poids plume à la piqûre mortelle, l'anophèle femelle ou l'agent causal du paludisme. Les statistiques à l'échelle mondiale renseignent sur le nombre de cas enregistrés chaque année, dont plus de 90% concernent le continent africain. Fort de ce constat, des efforts ne manquent pas. La génomique en est une parfaite illustration. Et c'est d'ailleurs tout le sens de cette conférence organisée par le SIGAS. Depuis une vingtaine d'années, dans le cadre du palu et d'autres maladies infectieuses, toutes les interventions qui sont menées au Sénégal reposent sur des évidences scientifiques. Avant que le programme, en tout cas avant que le ministère ne mette en place une stratégie, ce ministère prend la précaution de venir nous demander notre avis par rapport à la pertinence, par rapport à la faisabilité, par rapport aux résultats probablement attendus du pays. Donc, comme nous sommes au début et à la fin du processus, il demeure important que le monde comprenne qu'aujourd'hui, si le Sénégal obtient d'excellents résultats dans le cadre de la santé, dans le cadre du diagnostic, dans le cadre du traitement, surtout lié aux maladies endémiques, par rapport à la VIH/SIDA, tuberculose et aujourd'hui par rapport au palu, c'est parce que les scientifiques et les décideurs, en tout cas le ministère, travaillent en étroite collaboration. Place de la génomique dans la surveillance et la lutte contre les maladies infectieuses, le cas du paludisme est le thème développé. Devant l'assistance, la conférencière se met dans la peau d'un pédagogue. La génomique, c'est la science des génomes. Donc, c'est une science qui étudie les séquences d'ADN des êtres vivants. Donc, un génome, c'est l'ensemble des informations génétiques qui sont contenues dans la cellule. Et si on prend l'exemple de la cellule humaine, donc son génome se compose des informations qui sont portées par les 23 paires de chromosomes du noyau, mais également de l'ADN qui se trouve dans les mitochondries. Dans la lutte contre le paludisme, le Sénégal est cité en exemple, en atteste les résultats dans ce domaine. Le SIGAS a joué un rôle important, de même que les institutions de recherche dans le cadre de la lutte contre le paludisme au niveau du Sénégal. Toutes les interventions à efficacité prouvée, recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, au niveau du Sénégal, ont été testées, expérimentées d'abord par les chercheurs avant la mise en œuvre effective au niveau du pays. La génomique, une discipline atypique qui mérite d'être mieux vulgarisée. C'est une discipline de très haut niveau nouvelle. On ne peut pas faire de vaccin aujourd'hui. On ne peut pas faire un outil de diagnostic ou un bon traitement sans recourir à la génomique. Et c'est pourquoi il fallait partager cela, surtout qu'au niveau des SIGAS, ici, nous avons toute cette plateforme de la génomique et de la biologie moléculaire. Donc tout ce que les Sénégalais font dans le cadre de la santé publique, basé sur l'évidence scientifique, est fait au Sénégal. En tout cas, nous concernant, avec le programme PALU et d'autres programmes, c'est fait ici dans cette structure-là. Et nous l'ouvrons également aux autres Sénégalais. Nous n'avons plus rien à envier aux Américains, aux Occidentaux, aux Chinois. Leur plateforme se trouve aujourd'hui au SIGAS. Cette conférence sur la génomique a enregistré une forte présence d'étudiants et d'autres experts. Un rendez-vous que les responsables du SIGAS souhaitent pérenniser. Le prix mondial Hassan II de l'eau a été décerné à la FAO. L'institution a remporté cette distinction devant des dizaines de candidatures à cause de la qualité et surtout de ses innovations en matière d'investissement dans le secteur de l'eau. En prix qui rend hommage à Sa Majesté le roi Hassan II du Maroc pour ses implications dans l'accessibilité de la ressource dans le royaume chérifien. Lamine Touré. La FAO succède à l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. L'Organisme des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation a remporté le prix mondial Hassan II de l'eau. Cette 8e édition consacre un investissement continu de cette institution onusienne en faveur du développement durable. Lors de cette 8e édition, le prix a été organisé sous le thème de la sécurisation des ressources en eau pour une prospérité partagée et pour une souveraineté alimentaire. Et justement, le jury du prix a reçu 84 candidatures qui sont toutes des candidatures bonnes, mais une est particulièrement distinguée, c'est la candidature de la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
qui justement travaille sur ce volet de Nexus eau et sécurité alimentaire. Et bien évidemment, il y a beaucoup de projets que cette organisation a réussi. Le prix mondial Hassan II de l'eau est une initiative du royaume chérifien. Il est institué dans le but d'encourager des programmes allant dans ce sens. Il est aussi un hommage rendu à Hassan II pour son implication personnelle dans la gestion de la ressource au Maroc dans les années 60. On sait que Sa Majesté avait lancé depuis les années 60 la politique des barrages. Et justement, c'est cette politique qui a permis de sécuriser l'alimentation en eau potable et aussi l'irrigation des terres agricoles depuis les années 60. Et donc, le Conseil mondial de l'eau et le Royaume du Maroc ont créé ce prix justement en reconnaissance de la mémoire de Feu Sa Majesté Hassan II. Le prix mondial Hassan II de l'eau est passé à $500 000, une manière d'encourager les organisations internationales et les États à davantage investir dans le secteur de l'eau. L'Iran a rendu ce mercredi un dernier hommage à son président Ibrahim Raisi et 7 autres de ses compagnons décédés dans un accident d'avion. La cérémonie s'est déroulée à l'université de Téhéran devant une foule immense. Il y avait le chef politique du Hamas et des responsables du Hezbollah, Mamadou Sakine. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a dirigé la prière funéraire. Au premier rang, il y avait les membres du gouvernement, les autorités militaires et les gardiens de la révolution. D'autres personnalités comme le chef politique du Hamas, des responsables du Hezbollah, étaient aussi présents. Les cercueils du président Ebrahim Raisi et les autres victimes de l'accident d'hélicoptère étaient recouverts de drapeaux iraniens. Des milliers de personnes se sont rassemblées autour de l'université de Téhéran pour assister à la cérémonie. Accompagnés par une foule immense, les corps sont ensuite transportés vers la place Azadi, l'une des plus grandes de la ville. Le président Ebrahim Raisi sera inhumé demain jeudi dans sa ville natale de Mashhad, dans le nord-est du pays. Son successeur, Mohamed Mohber, président par intérim, a pour mission de préparer la tenue de l'élection présidentielle prévue le 28 juin prochain. Il était jusque-là le vice-président de la République islamique d'Iran. Âgé de 68 ans, Mohamed Mohber est issu d'une famille de clercs. Il est considéré comme un proche du guide suprême, Ali Khamenei. Il a été à la tête du CETAD, un fonds d'investissement iranien responsable de la gestion des biens détenus par le guide suprême. Direction à présent Vélingara, c'est l'un des 3 départements de la région de Koldar. Dans le Fouladou, Vélingara, c'est un nom qui vient du terme poulard. Si Weli Ngara, qui veut dire en français, s'il fait bon vivre, vient t'installer ici. Ce qui en dit long sur la notion de l'hospitalité dans cette ville, à découvrir avec cette carte postale signée Tidiane Cissé. Vélingara, une ville carrefour. Située à cheval entre la Gambie, les Deux-Guinées et la région de Tambacounda, Vélingara est l'un des 3 départements de la région de Kolda. Vélingara est une contrée qui date de très longtemps. Bon, c'est les années 1800. C'est créé par Ali Nyana Baldé. C'était un agriculteur qui est venu dans Vélingara. Vélingara, c'est un slogan poulard qui veut dire, si Weli Ara, cela veut dire que quand c'est bien, vous pouvez venir. Vélingara. Vélingara a sa particularité. C'est un département très dense et très peuplé. Après sa création par un certain Aliou Nyana Baldé, Vélingara a très vite connu un boom démographique spectaculaire à cause de sa position géographique. Aujourd'hui, ce département compte 14 communes avec une population estimée à un peu plus de 406 000 habitants, selon le dernier recensement de l'ANSD. Il est ouvert à 3 pays. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les populations font le déplacement et l'activité économique marche très fort dans le département de Vélingara. Il y a beaucoup de filles de Vélingara qui sont mariées à Bassé. Vice-versa, il y a beaucoup de Gambiennes qui sont mariées à Vélingara. Donc moi, ma maman est une Gambienne, elle est de Gambie. Ce que ça a créé comme brassage, ce que ça a créé comme... La Sénégambie est une réalité.
vraiment ici à Vélingara. Vélingara est une petite ville carrefour où les gens sont venus très rapidement. La ville a grandi, il y a des éleveurs, il y a des agriculteurs. La position géographique de Vélingara a aussi fait de cette localité une ville multiethnique et multiculturelle qui a su conserver ses coutumes et traditions malgré la mondialisation de la culture occidentale. Et la véritable teranga, c'est ici. ça fait plaisir. Nous cohabitons vraiment dans la paix. Vélingara est une contrée à 99% de religieux. Quand même, il y a des chrétiens, mais quand même, vous ne pouvez pas le sentir à Vélingara. Chacun est chez lui. Entre Balante, Diola, Peul, Mandingue et tout ça, vraiment, ça fait un véritable brassage et que les gens vivent dans une véritable symbiose. À chaque fois que tu engages une activité culturelle et que tu sens que les autres se solidarisent, tout de suite, tu te retrouves en eux, ils se retrouvent en toi. À Vélingara, l'économie repose essentiellement aujourd'hui sur l'agriculture, l'élevage et le commerce, avec ces deux marchés incontournables dans la sous-région. Et l'un des plus grands marchés de la sous-région, que nul n'ignore au Sénégal ou dans la sous-région, c'est Diaoubé. C'est dans le département de Vélingara. Mais également, le second marché des plus grands, c'est Manda. Il manque encore une certaine connaissance de notre département, parce que rares sont les gens qui savent qu'aujourd'hui, que le dernier roi du Gabou, il est né dans notre département. Diankewali. Diankewali, le même Mama Diankewali. Ça, c'est des choses que nous avons à vendre du point de vue culturel au niveau de notre département. C'est dans le département de Vélingara également que se tient aujourd'hui l'un des événements religieux les plus importants du Sénégal, le Dakar de Médina Gounass, qui vient de célébrer sa 83e édition. Vélingara, une ville hospitalière, carrefour culturel entre la Gambie et les deux Guinées. Et puis le mur de graffiti le plus long au monde se trouve à Dakar. Il part de l'avenue Malick Sy à Colobane, une fresque murale, œuvre de plusieurs graffeurs venus du Sénégal et de pays étrangers. Avec cette œuvre, le Sénégal détrône Dubaï, qui détenait jusque-là le record du mur le plus long. Cette initiative entre dans le cadre du Festival international de graffiti, qui est dans sa 14e édition. Notre reporter Abibou Mbaye a suivi ces artistes sur l'autoroute avec toute leur créativité. Voici son reportage. À vive allure, sur l'autoroute, les images vous parlent, à l'image de ce qui se passe dans le monde. Le graffiti est aujourd'hui un art qu'on trouve partout dans les plus grandes capitales du monde. Que ce soit à Paris, à Tokyo, à New York, vous verrez qu'il y a des graffitis sur les murs. Et voilà, nous, en tant qu'artistes, on fait ces choses depuis des années. Nous en sommes à la 14e édition. Et la particularité de cette édition, c'est le mur, exactement, qui doit faire 2 km, à partir de Malick Sy jusqu'à Colobane. Le défi est grand, détrôner Dubaï, qui détient jusque-là le mur de graffiti le plus long au monde. Le Sénégal y est presque, avec ses fresques sur 2 km. Mais ce mur que vous voyez doit être dans un mois le mur le plus long du monde qu'on veut réaliser ici au Sénégal, à Dakar. Il y a quelques années en arrière, c'est Dubaï qui détenait le record, qui était à 1,6 km. Voilà, c'est ça l'objectif. Nous voulons faire le mur le plus long de graffiti au Sénégal, à Dakar, dans le cadre du Festigraph. De l'avenue Malick Sy à Colobane, la fresque murale dévoile des thèmes aussi divers et variés, comme le vivre ensemble, l'enfance, la laïcité que le graffeur Balayara représente dans une calebasse qui flotte sur le lac Rose. Je voulais juste montrer le partage qu'on a ici au Sénégal. Parce qu'il y a des chrétiens ici à côté, mais à côté aussi il y a des musulmans. Donc je voulais juste montrer ça, c'est pourquoi j'ai mis une grande calebasse. Et la calebasse est sous l'eau, si vous voyez. Il y a le lac Rose aussi, parce que je voulais aussi dénoncer un peu. Le lac Rose a commencé à perdre beaucoup de choses, quoi. J'ai montré la mosquée, j'ai montré aussi l'église aussi à côté, juste pour montrer qu'on vit ensemble. Ensemble, nous pouvons changer les données, quoi. Qu'on est chrétien, qu'on est musulman, on est tous ensemble, quoi. On est tous des descendants d'Adam et Ève. Descendants d'Adam et d'Ève, ces graffeurs venant de partout à travers le monde, dans le cadre du 14e Festival international de graffiti en Afrique, pour symboliser, à travers leurs pinceaux, sur ce mur dakarois dénommé Ndaktarou,
tout leur art. Au festival, pour faire aussi tous les murs plus longs du monde, et comme si aussi manger un petit peu la culture du Sénégal, et seulement, pas faire seulement des amis, faire aussi des familles ici, avec du Sénégal, et comme ça faire un petit support pour les murs plus longs du monde. Le mur de graffiti le plus long au monde qui se dévoile et qui ne passe pas inaperçu pour les automobilistes, même en toute vitesse. Les graffeurs du monde entier, donc, pour relever le défi de réaliser le mur de graffiti le plus long au monde après Dubaï, 2 km. Et puis, sport, football, tournoi UFOA. Le Sénégal, pays hôte, affronte le Mali pour la 12e sortie des Lions, qui mène donc par 1-0 au stade de la Dior de Thiès. Ça se joue présentement. C'est un reportage que nous allons suivre avec Fatoumata Savané, qui est déjà sur place pour nous commenter cette rencontre. Tournoi UFOA donc avec les filles de moins de 20 ans. À suivre dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la présente édition. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.